Bonjour à toutes et à tous. En direct de la Sorbonne, nous sommes très heureux de nous retrouver après une séance, cette matinée, une séance de travail très dense. Nous reprenons nos travaux au travers de plusieurs séquences. Mais avant de commencer nos travaux, j'ai le plaisir à nouveau de recevoir pour vous et avec vous Xavier Ducrest de Villeneuve, le président d'Alliance Urgence, qui, dans une certaine mesure, vous allez lancer un appel à la jeunesse également de votre côté, au nom de l'ensemble de vos ONG, de vos organisations non gouvernementales. Dites-nous encore quelques mots pour celles et ceux qui sont connectés avec nous et qui n'étaient pas là ce matin, et puis un appel à la jeunesse. Merci Pascal. Encore merci aux organisateurs de me permettre de vous parler. Alliance Urgence, c'est 6 ONG, je rappelle: Handicap International, Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité Internationale, Plan International et CARE. Et nous sommes globalement dans plus de, je le disais ce matin, 70 pays, plus de 2000 projets, plus de 10 000 salariés à travailler et œuvrer partout dans le monde pour porter assistance aux populations vulnérables, aux personnes handicapées, aux exclus du monde entier, ceux qui sont dans des contextes crise et post-crise ou crise systémique. Alors oui, j'ai envie de faire écho à ce qu'on se disait ce matin. Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes qui s'engagent dans vos métiers? Et plus globalement, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse d'aujourd'hui qui cherche non seulement un métier dans lequel ils puissent s'investir totalement, et s'investir totalement, c'est quoi? C'est leur proposer un combat, c'est leur proposer d'être militants, c'est leur proposer de participer au monde, d'être dans le monde et acteur du monde. On a la chance d'avoir tout à l'heure Daniel Cohn-Bendit qui sait de quoi je parle quand je parle de militantisme. Lui qui a fait de sa vie une vie de militant. Ce sont des gens qui ont, comme nous, comme vous, l'attention portée à la vulnérabilité et à l'humain. Mais le combat qu'on doit leur proposer, le combat qui va les réunir, c'est pas seulement le climat, c'est pas seulement le réchauffement climatique et la planète, c'est vraiment le One Earth. C'est One Earth, One World. Et vraiment être sur l'humain, l'animal, l'environnemental, on est en plein dans les ODD, les objectifs du développement durable. Et c'est ce triptyque que l'on doit embarquer avec toute la jeunesse qui est avec nous. Donc nous, 6 ONG et toutes les autres, bien entendu, ce n'est pas excluant. Mais surtout, demandons-leur de faire ce lien entre le ici et le là-bas. Car encore une fois, si on a appris quelque chose du Covid, si on en doutait, c'est notre essentielle et vitale interdépendance les uns avec les autres. Et que si nous ne nous occupons pas de la pauvreté du Sud, de la fragilité du Sud, ça va nous rattraper, et ça nous rattrape déjà. Et nous devons, bien sûr par le serment d'Hippocrate que vous avez porté, mais par simplement la considération de notre humanité, être en solidarité avec eux. Voilà ce que j'avais à dire à la jeunesse qu'on a envie d'embarquer avec nous. Merci Xavier. Et donc, c'était important, effectivement, de placer ce colloque, je l'ai déjà dit ce matin, sous l'égide de ces organisations que vous présidez. Eh bien, maintenant, nous allons... et ensuite, vous reviendrez et vous lancerez un appel aux professionnels de santé, après l'avoir fait maintenant avec nous, auprès des jeunes et des étudiants en particulier. Voilà, j'appelle donc, avec Gilles Rode, va ouvrir la deuxième séquence. Peut-être là. Et simplement, vous allez appeler les uns et les autres à venir. Oui. Alors, 34 ans après le lancement et le succès du programme Erasmus pour la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels au sein des pays de l'Union européenne, le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 met fortement l'accent sur l'inclusion sociale, la transition écologique et numérique et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Comment ce nouveau programme répond-il aux attentes des étudiants en santé? Une question importante et d'actualité concerne la qualité de vie et le bien-être durant leurs études des étudiants européens, en particulier dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 qui les a particulièrement touchés et mobilisés. Quelles solutions peuvent être partagées? Quels sont aujourd'hui les freins à la mobilité sortante pour les étudiants français et à la mobilité entrante pour les étudiants de l'Union européenne? Comment les universités et les facultés de santé peuvent répondre à ces questions et proposer des solutions innovantes? Quelle place pour des programmes d'éducation médicale communs entre facultés européennes? Une harmonisation est-elle possible
est-elle souhaitable? En France, quelle place pour des programmes d'enseignement médical en anglais, communs, adaptés aux items du nouveau programme d'enseignement des études médicales, pour préparer les étudiants candidats à une mobilité et rendre aussi plus attractifs les stages en France pour les étudiants de l'Union européenne? Enfin, quelles valeurs sont partagées par les étudiants grâce à ces projets de mobilité en relation avec notre culture européenne démocratique et l'enjeu de responsabilité sociale de nos facultés? Eh bien, ce sont ces différentes questions qui vont être abordées dans cette session par les différents responsables politiques, universitaires et par les étudiants. Et j'ai maintenant le plaisir d'appeler à l'estrade Victoire Morel et Daniel Cohn-Bendit, anciens députés européens et citoyens européens exemplaires que nous apprécions et connaissons tous. Bonjour à tous. Nous avons la grande chance en ce début d'après-midi de recevoir deux personnalités européennes exceptionnelles. Daniel Cohn-Bendit ici présent et Enrico Letta connecté depuis Rome pour tenter de répondre à la question qui est la nôtre en ce début d'après-midi. L'Europe peut-elle encore séduire les étudiants et leur être profitable? Donc Daniel Cohn-Bendit, vous êtes connu dans toute l'Europe, en particulier en France et en Allemagne. Vous êtes la figure marquante de mai 68. Vous avez également été député européen et vous êtes toujours un Européen passionné. Enrico Letta, que je ne vois pas, mais qui nous entend, je pense. Vous avez été Premier ministre de l'Italie. Vous avez également été député européen et vous êtes le président de l'Institut Jacques Delors, un des think tanks européens les plus actifs dans notre Union. 6 étudiants européens, donc ici présents, ont voulu dialoguer avec vous et ont préparé de nombreuses questions, assez ambitieuses, je dois le dire, puisqu'elles vont du questionnement sur l'identité européenne à une réflexion sur le développement du programme Erasmus, en passant même par la représentation politique des jeunes en Europe. Donc tout un programme, on va essayer de répondre à tout ça dans les 40 minutes qui nous sont accordées. Donc à travers ce dialogue intergénérationnel entre ceux qui ont fait l'Europe d'hier et d'aujourd'hui et ceux qui font déjà l'Europe de demain, nous voulons participer à faire ce qui nous semble essentiel, permettre à la jeunesse de vivre mieux, de bien se former et surtout d'avoir des projets enthousiasmants. Donc voilà, tout un programme. Enrico Letta, buongiorno e grazie di essere connesso con noi. Je vais vous donner donc voilà, la parole dans un premier temps. Je passerai ensuite la parole à Daniel Cohn-Bendit pour, voilà, tous les deux, vous allez introduire notre dialogue. Et puis, voilà, donc je vous laisse 5 minutes chacun environ pour que ensuite les étudiants puissent vous poser leurs questions. Ils en ont préparé beaucoup, donc voilà. Je vous laisse la parole. Merci Enrico Letta. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Hélas, je ne vous vois pas, mais je vous entends, donc c'est la chose la plus importante. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais cibler mes 5 minutes sur un sujet essentiel. Le sujet essentiel est le fait qu'il ne s'était jamais passé ce qui s'est passé pendant les dernières 10 années, c'est-à-dire 2 crises ensemble, l'une après l'autre, qui ont fait en sorte qu'une seule génération a connu 2 crises, alors que normalement, ces 2 crises étaient tellement lourdes à vivre. Crise économique, financière, naturellement la deuxième aussi crise de nature sanitaire et liée au welfare. Bien, mais tout ça a été tellement dur que normalement, on aurait dit que une de ces crises-là ne se passait qu'une fois par génération. Alors, il y a eu une génération qui en a connu 2 ensemble, qui n'a jamais connu un temps tranquille, comme au contraire, nous, on a pu connaître dans les décennies qui viennent. Alors, ce sujet-là m'emmène à dire que le centre de la politique européenne et le centre aussi des grands sujets en faveur de l'Europe des prochains temps, des prochaines années, doivent être centrés sur les jeunes. Pour une raison très simple, c'est-à-dire il faut absolument que les jeunes aient une possibilité de récupérer par rapport à ceux qu'ils n'ont pas vécu et par rapport à ceux qu'ils ont vécu de terrible pendant ces 2 crises, une précarité existentielle qui est devenue la normalité pour eux,
Évidemment, une fatigue aussi en termes de relations avec le travail, avec les études, avec la possibilité de la mobilité. Dans tout ça, l'Europe a connu aussi des difficultés internes importantes. Je pense que si je dois dire quel est le sujet avec lequel on pourrait développer ce que je viens de dire, c'est-à-dire une centralité des jeunes dans les politiques européennes du futur, moi je pense que il faut premièrement centrer le grand effort politique de l'Europe sur moi j'appellerais ça Next Generation EU 2. C'est-à-dire, on a fait un Next Generation EU qui a été un succès, qui paraît un succès, 750 milliards ou peut-être un peu moins pour relancer l'économie européenne pendant les prochaines 6 années. Eh bien, moi, je pense que ce grand projet a un défaut. Ce défaut, c'est que c'est une addition, c'est une multiplication de projets nationaux, qui restent nationaux. Il s'agit en fait d'avoir 27 plans nationaux avec des projets qui ne sont que nationaux. Il n'y a rien d'européen là-dessus. D'européen, il y a seulement la façon dans laquelle on tire l'argent, on prend les revenus. Mais la façon de dépenser cet argent est une façon terriblement nationale et typiquement nationale. Alors, puisque moi je pense que le futur est un futur à trois dans le monde, les Américains, les Chinois et nous, en termes de compétitivité, il faut dans ce futur à trois que nous, les Européens, on ait des projets tous ensemble et non pas des projets nationaux qui ne sont pas en condition de faire une compétition gagnante avec les Américains et les Chinois. Dans le domaine jeunes, école, université, éducation, je pense que la nécessité, c'est d'avoir donc des grands projets européens, non pas seulement nationaux. Dans le temps que j'ai passé, les 7 ans que j'ai passé à Sciences Po au mois de mars, mois dans lequel j'ai décidé de rentrer en Italie et de prendre la tête du parti politique que j'avais fondé, le Parti démocrate. Dans ces 7 années, on a vu bouger les choses et j'ai vu monter des projets d'universités européennes. Et à la Sorbonne, vous savez très bien à ce que je fais référence. Mais ce sont des projets qui sont trop minces, trop petits. Il faut un grand investissement européen pour des universités européennes, pour des centres de recherche européens, des centres d'investissement et de centres de recherche qui soient capables donc d'attirer les jeunes de toutes les parties de l'Europe et devenir des centres de niveau global. Donc mon plan à moi, mon projet à moi est celui de dire il faut un Next Generation EU 2 qui soit ancré sur les projets européens et qu'il y ait cette priorité université européenne, centre de recherche européen, qui soit capable de mettre ensemble les jeunes, qui ne soit pas seulement la Sorbonne qui attire les étudiants d'autres pays, ou Sciences Po qui attire les étudiants d'autres pays, ou l'université de Pise qui attire les étudiants d'autres pays, mais que ce soit vraiment des entités européennes. Et le dernier point, et je vais terminer là-dessus, j'ai vu que Ursula von der Leyen a lancé dans son dernier discours sur l'état de l'Union le projet ALMA pour les jeunes, un Erasmus pour les jeunes qui sont les NEET. Alors je pense qu'il faut faire quelque chose de plus, il faut faire ça, mais la question essentielle est de ne pas limiter la mobilité à ceux qui sont déjà à l'université, qui ont en ayant choisi l'université, ont déjà choisi un parcours d'éducation supérieure qui a la mobilité en son sein en tant que ADN. Il faut faire quelque chose de plus, il faut faire voyager et donner la mobilité intra-européenne à ceux qui vont à l'école, donc à 14, 15, 16 ans, faire en sorte que tous puissent voyager dans un autre pays européen. Si on ne fait pas ça, on limite la mobilité et la connaissance de l'Europe à une génération qui est aussi une classe sociale, de gens qui ont déjà une ouverture mentale. Et on limite ça et on ne donne pas ça la possibilité à une large partie de nos sociétés, qui est plus de la majorité, de jeunes qui ne voyagent jamais, qui ne voyagent pas, qui viennent des périphéries de nos villes ou qui viennent des provinces et qui n'ont pas la possibilité de faire et d'employer tous ces moyens. Donc voilà, je termine là-dessus, mais je pense que
Si on ne fait pas ça, tout ce qu'on est en train de dire sur l'Europe, c'est de la rhétorique. Et puisque moi je vois qu'après Next Generation EU, qui a été un fantastique boost, on est en train un peu de revenir en arrière. Donc c'est à partir de vous, c'est à partir des jeunes qu'il faut absolument aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Daniel Cohn-Bendit. Bonjour, je suis d'accord avec Enrico, mais je voudrais revenir en arrière. Quand on dit est-ce que les jeunes peuvent avoir encore ou comment donner envie aux jeunes de l'Europe, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'en général on a envie de l'Europe? Parce que s'il n'y a que les jeunes qui ont envie de l'Europe, ça ne fonctionnera pas. Donc la question qui est d'abord rapidement, je sais que c'est général, mais est-ce qu'il y a une nécessité d'Europe? En fin de compte, on peut rester chacun chez soi, construire un pays, mais quand on parle de souveraineté nationale, il y a pour les États européens, les nations européennes, il n'y a plus de possibilité de souveraineté dans le monde actuel. Et donc, la seule possibilité d'une souveraineté nationale est la souveraineté européenne. C'est-à-dire que l'espace européen devient aujourd'hui pour nous l'espace qui nous donne de l'air et la possibilité de respirer d'une manière et de vivre d'une manière autonome. Ça, c'est fondamental de le comprendre. On peut le décliner au niveau de la défense, on peut le décliner au niveau de la recherche, on peut le décliner au niveau de l'économie, on peut le décliner à tous les niveaux. Et je crois que donc cet espace européen qui devient, alors moi je milite depuis des années pour un État fédéral européen, vous allez me dire c'est pas demain la veille, mais on avance quand même, ce que moi je crois de fondamental quand on parle à partir des jeunes, c'est comment permettre aux jeunes de découvrir cette multitude de possibilités que nous donne l'Europe. L'Europe est un fantastique vivier de possibilités de vivre, d'apprendre ou de s'amuser. Alors je sais qu'on parle toujours, il faut développer l'école, l'université et tout ça. Oui, mais tout ça, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une envie ludique de connaître les autres pays. On ne vit pas simplement, oui, si, on vit de la formation, des possibilités de se former pour l'avenir. Mais ce qui est intéressant, et ça on le voit par exemple dans les échanges Erasmus, moi je me rappelle que dans les campagnes électorales, à chaque fois que je regroupe et discute avec des étudiantes et des étudiants Erasmus, on s'aperçoit que 30 à 40% après se marient entre différents pays. Donc l'Europe est une possibilité de dépasser un peu le cadre quand même limité d'un espace national. Que cet espace national soit grand comme l'Allemagne ou la France, ou qu'il soit comme Malte ou le Luxembourg. Des jeunes, vous allez me dire, je suis plus tout à fait jeune en ce moment, c'est vrai, mais je crois savoir qu'il y a vraiment une volonté des jeunes de connaître quelque chose d'autre. Et ça, l'Europe doit le permettre. Alors, la proposition d'Enrico sur un projet pour les jeunes européens, oui, mais ce projet ne doit pas se limiter simplement à l'université ou à l'école. Donc, ce qu'il dit sur les voyages est absolument fondamental. Permettre à des jeunes à partir de 16 ans de voyager l'été ou pendant les vacances à prix zéro. C'est-à-dire d'investir dans la possibilité de cette mobilité. Parce que cette mobilité, c'est la découverte de l'Europe. Et si vous faites ça avant vos études, vous avez une vision beaucoup plus réelle d'où et pourquoi vous voulez faire vos études. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on le voit, on l'a vu dans la crise terrible de cette pandémie, les moyens de se protéger en Europe ont été extrêmement différents.
Et je ne veux pas faire ici les Jeux olympiques, quel est l'État, la nation qui s'est le mieux défendu entre les positions des Suédois au début, des Allemands, des Français, des Italiens, ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que, d'une certaine manière, les Européens avaient des difficultés à dépasser leurs limites nationales, alors que cette crise, ce virus, lui, se baladait, mais alors avec une facilité incroyable, et traversait les frontières quotidiennement, ou heure par heure, ou minute par minute. Donc on a vu qu'on n'était pas en capacité de répondre à cela. Et donc, je crois que la chose, c'est que l'intérêt, la curiosité qu'on a pour l'Europe est aussi une possibilité de dépasser les limites nationales. Je vous donne un exemple. Un pays comme la France, même l'Italie, impose le pass sanitaire, avec les conséquences que ça a pour les jeunes, plus ou moins. D'autres pays comme l'Allemagne ne font pas ce pas. Quels sont les résultats? Quels sont les problèmes? Moi, ce que je trouve intéressant, quand on parle de la pandémie, et je crois qu'au niveau européen, on n'en a pas assez parlé, pourquoi la majorité des jeunes à partir de 14 ans, moi je dis 12, veulent être vaccinés? Pourquoi? La grande majorité. Et qui se posent beaucoup moins les problèmes dubitatifs sur les vaccins, parce qu'ils en ont marre des tests. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, si vous faites du sport, si vous faites ceci, vous êtes obligé de faire 1, 2, 3 tests. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et donc, quand on vous dit, eh ben, vous vous faites tester et puis après c'est facile, hein, vous pouvez aller au cinéma, au théâtre, vous pouvez... Enfin, je veux dire, et c'est là où l'Europe devient intéressante. C'est là où de voir les différences. Et puis, et je finis par là, ça vaut vraiment le coup de vivre 1 ou 2 ans même dans un autre pays européen. Si vous aimez la musique et le jazz, allez voir dans les pays baltes cette extraordinaire culture, par exemple, du jazz. Je donne cet exemple parce qu'il est un des moins connus, mais je peux vous en donner d'autres. Et donc, ce qui est terrible, et là je rejoins et je finis avec ce qu'a dit Enrico, c'est que ces dernières années, on réduit le budget d'Erasmus. On a l'impression de marcher sur la tête. On a l'impression que les responsables politiques, ils vivent sur la Lune. C'est-à-dire que dans des moments comme aujourd'hui, il ne faut pas réduire, il faut démultiplier les projets Erasmus, développer les projets Erasmus bis, par exemple pour les apprentis, donc donner la capacité de continuer une formation d'apprentissage dans un autre pays européen, etc. Donc, CQFD, eh bien, pour donner envie, est-ce que l'Europe donne envie? Oui. Est-ce qu'on peut réaliser cette envie? Il faut démultiplier les moyens. Merci. Merci beaucoup. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Donc, on va maintenant approfondir, dans le temps qui nous reste, tous ces sujets avec les étudiants. Donc, on va faire un premier groupe de 3 questions. Donc, posées par, d'abord 3 questions, vous répondez, puis on fera les 3 autres questions. Donc, Irene Licastro de la Sapienza, en échange à Paris. Donc, quelles questions vous vouliez poser? Et puis ensuite, on prendra les 2 autres et vous répondrez ensuite. Merci. Le chemin qui m'a conduit de la périphérie de Rome à Sciences Po, aujourd'hui à la Sorbonne, n'est pas encore accessible à tous. Les obstacles économiques à la participation à l'Erasmus, voire à l'enseignement supérieur, sont par nature injustes. Et avec la crise de la Covid, ils sont empirés. Les gens européens vivent en période particulièrement difficile avec la crise de la Covid qui est en train de les isoler et a forcé certains d'entre eux à interrompre leurs études. Monsieur Letta et Monsieur Combendit, vous qui connaissez bien à la fois l'Italie, la France et l'Allemagne, avez-vous perçu dans ces différents pays la même malaise des gens européens?
Certains pays européens traitent-ils mieux leur jeunesse que d'autres? Pour-t-on construire un pacte européen en faveur de la jeunesse? Merci Irène. Je vais on va faire les 2 autres questions et puis vous répondrez ensuite. Gaëtan Casanova, représentant de l'ISNI et interne la PHP. Vous avez un micro. Il devrait marcher. C'est bon, il marche. Oui, merci beaucoup. Au fond, je crois que vous avez répondu en partie à la question que je vais poser. Vous savez, moi, un exemple personnel, mais le jour où je me suis senti le plus européen, c'est au lycée, quand j'ai fait un chantier de jeunesse à Erftstadt, à côté de Cologne, qu'on s'est retrouvés avec des Allemands, avec des Italiens, et qu'on a fait les couillons et qu'on a bu des bières. C'est très bête, hein, c'est très bête, mais soyons clairs, les liens de fraternité se développent comme ça. Ils ne se développent pas à coup de story Instagram. Je dis ça parce que la mouvance, l'époque, et à multiplier ce genre de dispositifs de communication, ben non, la fraternité, elle se fait avec les gens, pas avec des vidéos. Alors ça, c'était une petite remarque introductive. Alors derrière, ce que je veux dire, c'est très simple. On a beaucoup parlé d'Erasmus, et moi aussi, je suis d'accord. En fait, pour construire l'Europe, il faut que les gens adhèrent à l'Europe. Pour adhérer à l'Europe, ça commence par des projets comme ceux que je veux donner. Et c'est aussi rendre, et ça c'est une vraie difficulté, intelligible l'Europe sur le plan des institutions, sur le plan de ses actions. C'est très difficile. Moi, je suis juriste de formation. J'ai eu 1 an et demi à apprendre les institutions européennes. Je suis incapable aujourd'hui de donner les compétences propres de l'Europe, alors que j'ai un master de droit. Donc ça exclut une partie des Européens de la compréhension des institutions et du système dans lequel ils vivent. Donc ça, je crois que c'est très important. Donc comment la rendre intelligible? Derrière, c'est comment la rendre accessible, c'est-à-dire que les personnes qui, un peu caricaturales, mais les personnes qui utilisent des dispositifs du style Erasmus, etc., c'est des personnes qui sont dans les études supérieures. Et donc c'est globalement des classes sociales qui sont plutôt favorisées et des populations qui sont plutôt intégrées dans l'Europe, qui le comprennent profondément. Donc comment, au fond, on arrive à casser ça et comment on arrive à passer à renforcer une Europe des peuples, en fait, je crois, qu'il est le vrai enjeu pour pouvoir construire ensuite. Merci Gaëtan. Donc une question sur le malaise des jeunes en Europe et peut-être une comparaison entre différents pays. Une question sur comment rendre plus en effet compréhensible, intelligible l'Europe. Et puis on a une question de François Dib, étudiant en pharmacie, représentant de l'ANEMF. Et ensuite, voilà, après sa question, on pourrait répondre. Merci. Merci. Oui, bonjour. Alors comme vous l'avez, messieurs, souligné dans vos propos, les échanges universitaires font partie intégrante de la vie européenne des étudiants. En fait, ils représentent même la façon la plus concrète qu'un étudiant a de se rendre compte de la portée européenne de son cursus. Il paraît donc primordial que chaque étudiant puisse y avoir accès et puisse embrasser ainsi sa citoyenneté européenne. Cependant, l'ANEF étant le représentant des étudiants en pharmacie, je vais parler pour les étudiants en santé. On observe de très fortes disparités entre les filières de santé et les filières générales. Les opportunités de mobilité pour les étudiants en santé sont très limitées. On fait face à des manques de valorisation, des peurs de redoublement qui sont dues à un manque, je pense, d'uniformisation entre les différents cursus européens dans ces filières de santé. Alors, messieurs, mes questions sont comment faire comprendre aux enseignants en santé et aux autorités qu'il est grand temps d'agir et quels arguments pouvons-nous donner aux autorités pour motiver cette impulsion à donner à ces échanges qui sont, comme nous l'avons discuté ce matin, partie prenante de la collaboration entre les États, notamment dans la construction de cette Europe de la santé. Merci François. Est-ce que Enrico Letta veut réagir ou Daniel Cohn-Bendit, vous souhaitez répondre tout de suite? C'est lui l'ancien Premier ministre, c'est à lui On de laisse commencer. Enrico Letta répondre aux 3 questions, ou à une des 3 questions qui ont été posées, s'il nous entend. Il est parti manger des spaghettis. Non, il est là. Un mot sur les 3. Le premier mot pour Irène Licastro. La question, je pense, est liée au fait qu'il y a des disparités énormes. Si je prends la relation entre ce qui se passe en France, Allemagne, Italie, par rapport aux premières embauches des jeunes, écoutez, c'est incroyable ce qui se passe. En Italie, on a un problème énorme, c'est-à-dire dans la décennie qui vient de se passer, on a mis
le stage et l'apprentissage, on les a superposés et ça a été un désastre. Donc les jeunes commencent à travailler par les stages, ce qui évidemment est un crime, je pense. Alors il faut, je pense à mon pays, et c'est la proposition qu'on vient de faire, il faut absolument que le stage devienne seulement présent et obligatoire pour le parcours formatif d'éducation et que l'apprentissage et d'autres moyens d'entrer au travail deviennent la voie pour avoir une première embauche. Ça, c'est un premier point. Pour mon pays, c'est un alarme rouge que je pose parce que les jeunes sont traités d'une façon incroyablement marginalisée. Pour moi, c'est un point essentiel. Et là, je vois une différence énorme avec ce qui se passe en France et en Allemagne. Ce que disait Gaëtan Casanova, moi, je prends le sujet de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est en train de se dérouler avec, je pense, un silence coupable des dirigeants politiques. Là, je reviens sur ce que Daniel venait de dire, et vraiment, je renforce son alarme. Il y a un silence coupable de la part des dirigeants politiques européens sur cette potentielle énorme opportunité qui est représentée par la conférence sur l'avenir de l'Europe, avec cette composante citoyenne qui participe. Eh bien, personne n'en parle. C'est un succès potentiel, mais il faut le faire. Et là, je mets le sujet clé, c'est-à-dire il faut que de cette conférence, on sorte avec les listes transnationales. C'est une autre façon de faire l'Europe, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse faire une liste ensemble, moi, Daniel, candidat dans différents pays, et que on soit capable donc de proposer aux gens, aux Européens, de voter pour leur liste nationale, mais aussi pour voter pour une liste européenne. Je pense que ça changerait vraiment la donne. Troisième tweet pour François Dib. Là aussi, la conférence sur l'avenir de l'Europe a mis la mission de faire naître l'Europe de la santé. L'Europe de la santé, je pense, c'est un énorme achievement, c'est essentiel. Ça aurait dû être le cas, mais à cause de la présence des Britanniques et d'autres qui avaient mis le veto, on n'a jamais eu d'Europe de la santé. Maintenant, les Britanniques ne sont plus là, donc il n'y a plus d'alibi. Il faut la faire, et je pense que la réponse à la question de François Dib est exactement dans le fait qu'on puisse avoir cette Europe de la santé. Et l'Europe de la santé, par définition, démarre des universités, parce que les universités jouent un rôle essentiel là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Moi, je voudrais répondre aux deux premières questions par une proposition, c'est-à-dire comment on prépare cette mobilité. Moi, je défends, en France et en Allemagne, une année sociale que tout jeune, à partir de 16 ans, qu'il soit apprenti, qu'il aille donc entre 16 et 19 ans, une année sociale où ce jeune travaille pour le bien commun et que ce travail social peut avoir et doit avoir une forte dimension européenne. C'est-à-dire que si l'Europe décide, donc toutes les nations décident qu'il y a un an de travail social, eh bien, vous pouvez le passer, vous aurez le financement pour le faire dans un autre pays européen, ou si vous faites un an, 6 mois dans un, 6 mois dans l'autre. C'est-à-dire que vous avez là un formidable levier pour préparer justement les jeunes à comprendre que le bien commun, il n'est pas seulement national, mais il est européen. Qu'aujourd'hui, on a besoin de ce bien commun européen. Et c'est là où, parce qu'on nous dit, on va faire le service militaire. Je m'en fous, si ils veulent faire leur service militaire, qu'ils le fassent. Mais je crois qu'un service social est beaucoup plus éducatif et pédagogique que simplement un service militaire. On doit parler de la défense, c'est autre chose. Et donc, si on rêve un peu, et que vous avez chaque année des millions de jeunes qui vont passer, financés par une bourse, 6 ans dans un jardin d'enfants, dans un autre pays, dans un hôpital, travailler la terre, je ne sais pas, on peut inventer des tas de choses, eh bien, vous avez une autre conscience de l'Europe et une autre préparation pour toutes les classes sociales à justement cet espace européen.
sur la pharmacie. Mais là, on croit rêver. Il faut qu'il y ait les équivalences totales dans... Vous savez, mon père était avocat. Il a émigré d'Allemagne en 1933. Eh bien, il était avocat et en France, quand il ne pouvait pas être avocat. Il aurait dû repasser son bac après la guerre. Vous voyez? Donc c'est aberrant. Et aujourd'hui, il y a des équivalences, mais justement, en médecine, ou savoir que la médecine, déjà, dans chaque pays est un problème, je mets médecine et pharmacie ensemble pour être plus rapide. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils avaient pensé dans le processus de Bologne, mais qui a donné le contraire de ce que ça devait être, eh bien, en tout cas, il faut garantir qu'aujourd'hui, les équivalences de toutes les études en Europe sont la condition, justement, de permettre aux jeunes d'aller d'un pays à l'autre. Merci beaucoup. On va passer aux 3 autres questions. Donc, Jonas Nickel, vous êtes étudiant à l'université Humboldt à Berlin. Vous êtes en échange à Paris. Vous avez une question à poser. Oui, en référence à Jacques Delors, Ursula von der Leyen, se demande donc dans son dernier discours sur l'état de l'Europe, comment forger une conscience européenne parmi les jeunes. Et dans le même temps, elle place la jeunesse au centre de son discours et elle érige même cette dernière en modèle à suivre. Elle parle notamment, et je cite la présidente, d'une génération qui nous pousse à aller plus loin et plus vite pour résoudre la crise climatique. Elle expose ainsi l'idée d'une possible réunion de la jeunesse sous la bannière du socio-écologique. Pensez-vous, et je m'adresse particulièrement à vous, Monsieur Cohn-Bendit, que la conscience écologique arrive ou bien arrivera à générer un projet collectif et à faire renaître un sentiment ou faire naître un sentiment européen au sein de la jeunesse, étant donné que les enjeux se jouent a priori à l'échelle mondiale. Et plus concrètement, peut-être comment les partis politiques européens, et notamment les partis écologistes, peuvent-ils se positionner par rapport à cette jeunesse. Le mouvement Fridays for Future, pour ne citer qu'un exemple, qui est porté majoritairement par des étudiants et des futurs étudiants, s'organise en partie contre des partis traditionnels et les Verts ne faisant pas exception. Merci Jonas. Pour compléter, je crois que donc Hajar Drissi a aussi une question à poser qui revient d'ailleurs sur les partis politiques. Donc Hajar Drissi qui est étudiante à l'université de Bologne et en échange à Paris. Je vous cherche. Merci, vous inquiétez pas. Bon, bonjour à tous et à toutes. Et je pense que nous avons dans beaucoup de pays européens un problème de représentance de la jeunesse en politique. L'âge moyen des députés européens est de 50 ans. Dans le Parlement italien, le pourcentage des jeunes qui ont moins de 30 ans est de 1%. Et l'âge moyen des députés français est de presque 63 ans. Donc, dans le même temps, les jeunes européens se déclarent de plus en plus dessus. Vous avez les chiffres pour l'Allemagne? J'en sais rien. Oui, je crois qu'ils sont un peu plus jeunes. Je crois que vous les aviez cherchés. Oui, c'est presque 50, c'est 47,9. Ah bah, c'est déjà mieux. Ouais. Et du coup, je disais que dans le même temps, les jeunes se déclarent de plus en plus dessus par la politique et par les représentants politiques. Et donc, vu que je sais que vous mettez au centre de vos discours les jeunes et le rapport des jeunes avec la politique, je sais aussi que Monsieur l'État a fondé une école de politique dont j'ai l'honneur de faire partie cette année. Je vous demande, selon vous, quelles mesures devraient être mises en place pour restaurer la confiance des jeunes sur la politique d'un côté et pour leur donner de l'espace dans la sphère politique de l'autre côté. Et les institutions européennes ne devraient-elles pas être pionnières dans cette matière? Merci Hajar. Et dernière question qui va être posée, je crois, en anglais par Alexandra Podvarkova, qui est également étudiante de l'université Humboldt et en échange à Paris. Je crois qu'elle a un conseil à vous demander, à vous et à Enrico, surtout à vous, Daniel Cohn-Bendit. Alexandra. Bonjour.
Yeah, we're obviously currently living in a crucial time, à l'évidence en ce moment un moment essentiel, crucial de changement. I have a more personal question I Alors wanted j'ai to une address question un peu plus personnelle que je voulais vous poser. from your personal experience Dans votre of expérience leading several personnelle, protests and student groups in the parce que vous avez 1960s, fait what partie de mouvements characteristics do you étudiants et think vous avez European monté students des need to focus protestations, on in order to make a difference and reach their sur quoi goals? pensez-vous que les jeunes doivent se focaliser pour faire avancer les choses? Et qu'est-ce que vous leur recommanderiez de ne pas faire pour atteindre leurs objectifs politiques? Daniel Cohn-Bendit, vous voulez répondre? Oui, j'ai donc 2 questions, si j'ai bien compris. Moi, et vous allez voir que ma première réponse fera écho à la dernière question. Et pourquoi? Vous savez, c'est le privilège des jeunes de demander le plus possible. Moi, maintenant, je dis, c'est le privilège des jeunes de dire aussi des conneries. C'est comme ça, il ne faut pas croire que parce qu'on est jeune, on ne dit que des vérités. On a des pulsions, on a des fulgurances, et Fridays for Future répondent justement à une anxiété tout à fait compréhensible. Qu'est-ce qui va se passer si le réchauffement climatique continue la dégradation de la planète? Surtout, ça touche les jeunes à un moment après la pandémie où ils étaient enfermés, disons, pendant 1 an et demi. C'est un peu dur de dire enfermés, mais quand on voit qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer dans les universités, dans les écoles, c'était un grave problème. Donc il y a une anxiété tout à fait compréhensible. De là arrive une radicalité. Maintenant, tout le problème de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est que vous ne pouvez pas faire une politique contre la majorité des citoyens. C'est la difficulté. Et que les jeunes ressentent beaucoup plus radicalement ce besoin d'aller plus loin que, par exemple, des personnes d'un certain âge, ceux qui ont peur de perdre leur travail, etc. etc. Et moi, ce qui m'énerve chez les politiques, c'est qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils développent leur programme, mais qu'ils sachent aussi parler aux citoyens en leur disant « nous comprenons votre anxiété et nous vous assurons qu'à chaque fois, chaque mesure, eh bien, nous sommes à l'écoute de la société pour être capables de corriger si ça va trop vite ou pas assez vite, etc. » Donc, c'est de dire que la politique, c'est aussi une expérimentation. Il n'y a pas la vérité politique. Et donc, dans la confrontation de la jeunesse qui pousse et des politiques qui doivent prendre des décisions, eh bien, il y a quelque chose de positif qui peut en sortir si on accepte ces différences de position. Et moi, je vous dis, quel conseil je donne? Aucun. Je ne suis pas Baden-Powell en culotte course qui, à 80 ans encore, disait toujours prêt et donnait des conseils aux éclaireurs de par le monde. Les jeunes sont les jeunes. Moi, je suis un vieux mâle blanc. Voilà, j'ai 76 ans et cette idée que parce que on est à la Sorbonne, parce qu'il y a 3 siècles ici, il y a eu mai 68, il y a eu cette relation et ma jeunesse, je ne peux pas donner des conseils. Je peux parler de mon expérience, je peux parler des bêtises qu'on a dit. Vous savez, quand je dis les bêtises, ce mouvement 68, je donne une bêtise parce que pour moi, il y avait des tas de groupes j'étais pas maoïste, de lutter contre une société autoritaire qui était la société française sous De Gaulle et de donner comme contre-exemple la révolution culturelle chinoise qui a donné des millions de morts. Mais il fallait être complètement malade, il fallait être complètement débile. Je veux dire, c'est là où je vous dis que ma génération doit être prudente. Elle doit être prudente, parler des choses extraordinaires. C'est vrai que nous avons participé à la libération. Et je dis, l'avantage de la jeunesse, et je termine par là, c'est le droit de tout dire. Ça ne veut pas dire que tout est juste, mais d'exprimer une volonté. Et ce que je trouve extraordinaire,
quand on parle des institutions, des vieilles institutions, il y a eu quand même un événement en Allemagne qui a été extraordinaire. C'est-à-dire que la Cour suprême allemande, ce n'est pas tout à fait des jeunes, hein, a reconnu que la politique écologique contre le climat du gouvernement allemand allait contre les intérêts et la liberté et l'avenir des jeunes. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire, parce que là, il y a eu une jonction entre la volonté des jeunes et une institution, une des plus reconnues, qui a dit « là, les jeunes ont raison ». Et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup. Enrico Letta, est-ce que, après on va conclure, on serait bien resté plus longtemps à vous écouter, mais il y a une table ronde qui suit. Enrico Letta, est-ce que vous voulez répondre aussi aux dernières questions qui ont été posées? Bon, écoutez, premièrement, chapeau à Daniel. Il a dit quelque chose de très important. J'aimerais beaucoup avoir tellement de monde qui dit exactement ce qu'il vient de dire. Le monde serait beaucoup mieux. Donc, chapeau et bravo Daniel pour ça. Moi, j'ajoute une chose que je crois importante. Il faut qu'il y ait plus de jeunes dans les institutions. Comment faire ça? Moi, je pense qu'il faut un peu exagérer. Exagérer, ça veut dire, dans des pays comme le mien, par exemple, on a des quotas pour obliger à avoir une parité homme-femme. Pourquoi pas des quotas pour rendre obligatoire une présence de jeunes qui soient moins de 30 ans au Parlement, par exemple? Moi, je pense que ce serait exceptionnel. Un quota bleu, j'appellerais comme ça, un quota bleu de jeunes qui siègent au Parlement et qui soient donc capables d'amener là la voix des jeunes qui, sur la soutenabilité, est une voix qui a une longue vision par définition, parce que les jeunes de 20 ans vont avoir 90 ans de vie devant eux, alors que les autres vont avoir une marge de vie beaucoup plus courte, donc ils vont se préoccuper un peu moins. Donc, quota pour les jeunes au Parlement. Et le dernier point, c'est ce que disaient soit Ajar, soit Jonas. Moi, je pense qu'il faudrait rendre la démocratie participative plus forte et plus présente. Démocratie participative, c'est quelque chose de mieux, de plus fort de la démocratie représentative, et en même temps, c'est pas la démocratie directe, qui peut être instrumentalisée très facilement. Démocratie participative emploie aussi les nouveaux instruments digitaux sur lesquels les jeunes, naturellement, sont beaucoup plus familiers que tous les autres. Donc, ce serait une façon de rendre les jeunes plus protagonistes. C'est un petit exemple de ce que je suis en train de faire. On est en train de faire en Italie. On a lancé un process de démocratie participative qui s'appelle les Agora démocratiques, avec le même plateforme digitale numérique de la Commission et de la conférence sur l'avenir de l'Europe, Decidim, celle qui a été inventée par la commune de Barcelone. Donc, il faut travailler dans cette direction. Il faut avoir des idées, des plateformes, des instruments qui rendent les jeunes plus protagonistes. Mais la question essentielle est celle que Daniel venait de dire. Il ne faut pas vous donner des conseils, mais il faut simplement être prêt au fait que vous preniez le pouvoir et que vous preniez les possibilités de mener, de décider, d'avoir des responsabilités, de faire des bêtises comme nous on en a fait. Si je fais la liste des bêtises que j'ai faites dans ma longue vie politique avant d'arrêter, venir à Paris et puis revenir, c'est une très longue liste. Donc à vous de faire les vôtres, ce seront sûrement moins négatives que celles que moi j'ai faites. Merci beaucoup. Je voudrais une phrase. C'est frustrant, c'est trop court. Parce que c'est vrai que je ne veux pas vous donner des conseils, mais je peux vous raconter des petites histoires. Moi, je vous propose, quand vous voulez, qu'on se réunisse un après-midi, un soir, et qu'on discute plus longtemps. Et puis après, on pourra manger quelque chose ou boire quelque chose et continuer à développer ces expériences. Ce colloque, ce n'est qu'un début. Continuons la discussion. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons laisser la place, parce qu'il y a une table ronde qui suit, modérée par Jean Sibilia, Véronique Lecointe, et toujours présidée par Gilles Rode. Merci beaucoup. Voilà, Gilles Rode va annoncer... Merci. Donc on a compris, hein, on continue le combat, c'est ça ?
Donc j'invite pour cette table ronde à nous rejoindre Laure Coudray-Laude, qui est la directrice de l'agence Erasmus+, Karine Gloanec-Morin, qui est conseillère régionale du centre Val-de-Loire, chargée de l'Europe et de la coopération internationale et qui est ancienne députée européenne. Lamia Kerjana, qui est présidente des Jeunes médecins d'Île-de-France. Gaëtan Nocturne, qui est maître de conférence à l'université et praticien hospitalier à la Commission des relations internationales de la Faculté de médecine Paris-Saclay. Sylvie Retailleau, qui est la présidente de l'université Paris-Saclay. Franck Roland, le vice-président en charge de la qualité de vie à l'ISNI. Et enfin, Serima Tebache, de l'Université libre de Bruxelles et qui est porte-parole du CIMAX. La table ronde va être animée par Jean Sibilia, le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, et Véronique Lecointe, qui est la présidente de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique. Merci beaucoup Gilles, merci à Véronique de partager la modération de cette table ronde et merci à tous d'être présents. On a un peu de retard et on va enchaîner tout de suite avec cette table ronde. Simplement quelques mots d'introduction. Après les mots de Daniel Cohn-Bendit, on a compris qu'il fallait continuer la fête ensemble. Donc on aura peu de temps, malheureusement. On n'a même pas 1 heure. Hein. Vraiment désolé, mais vous dire qu'en complément de ce qui a été dit, si on veut que les jeunes adhèrent à l'Europe, aiment l'Europe, il faut qu'on leur transmette quelque chose qu'ils aient envie d'aimer. Hein. Donc on a aussi notre responsabilité. Et les faire aimer l'Europe, c'est un véritable enjeu parce qu'il n'y aura pas d'Europe demain sans eux. Enfin, ce sera plus nous, enfin plus trop. En tout cas, ça sera eux. Donc il faut leur faire aimer ce qu'on va leur transmettre et peut-être remettre un peu, moi j'aime bien cette notion un peu de mythologie, un peu de sens dans le futur, cette fameuse mythologie qui manque, et en fait on pourrait revenir à la mythologie du voyage, hein. Enfin c'est pas nous, hein, mais pensez à Ulysse et au voyage d'Ulysse, hein, ça vous remet un peu de romantisme et de sens et de philosophie, d'humanisme dans cette notion-là. Mais sans les jeunes c'est impossible, on se fixe des objectifs très clairs, hein. En tout cas nous j'allais dire les pères et les anciens, c'est 2 choses en fait, hein. C'est assez simple, ces voyages en Europe et cette mobilité en Europe qui est le thème de la table ronde, c'est mieux vous former, on est objectif, et 2, que vous soyez plus heureux. Parce que je pense qu'on a besoin de bonheur dans la vie, on l'a vu pendant 2 ans, presque 2 ans, on a besoin de bonheur. Et pour ça, enfin c'est une profonde conviction, je sais que je le partage avec Véronique, je rappellerai juste des faits, des choses, on n'a pas attendu la crise Covid pour le faire. Pascal, rappelle-toi, Patrice, l'appel de Caen, c'était en février 2020, le virus n'avait pas encore traversé l'Europe et on s'était déjà réunis aux États généraux à Caen, chez Emmanuel, et on avait imaginé l'appel de Caen, imaginé en fait une mobilisation de nos étudiants en Europe, hein. Donc on n'avait pas anticipé, mais en tout cas on y avait pensé. Et puis je voulais le partager parce que Franck est là, de l'ISNI, mais il y a plus d'1 an, j'ai eu le plaisir d'écrire une tribune avec Jean-Baptiste Bonnet, l'ancien président de l'ISNI, dans les Échos. On appelait en fait à une notion nouvelle, en tout cas qu'on aime décrire de cette façon-là, appelée à une forme de citoyenneté européenne de la santé pour les jeunes, partager quelque chose qui pourrait être un bien commun, et la santé le représente, ça a été largement dit. Donc voilà mon introduction. Je pense que tout ça ne peut passer que par de la découverte, de l'envie, des échanges, de l'écoute de l'autre et de la découverte des autres et d'autres systèmes, fondés toujours sur les mêmes valeurs, hein. C'est pas très compliqué, des valeurs d'éthique, hein, des valeurs de rigueur scientifique, ça a été dit, et Dieu sait, très attentif à ce que va dire Jean-François tout à l'heure, mais très attentif à cette notion de rigueur scientifique qui est aussi un langage commun, et puis évidemment à cette valeur d'humanisme que beaucoup de continents partagent, mais l'Europe a peut-être cette, entre guillemets, valeur ajoutée à notre manière, et c'est aussi une valeur qu'on peut partager. Voilà quelques mots d'introduction pour lancer la table ronde. 2 parties, Véronique, hein, une première partie où chacun d'entre vous pourront se présenter. On a un peu échangé, c'est un discours libre, vous avez 5 minutes, malheureusement, c'est très court, mais il y a une petite fête après, vous avez compris, et il y aura un deuxième round, un deuxième match, pour faire plaisir à Daniel Cohn-Bendit, un deuxième match, deuxième mi-temps, et là, on vous posera, la salle et nous, Véronique et moi, des questions. On a déjà échangé un peu sur les questions, mais je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Oh, d'accord.
Oui, et je sais que vous êtes 6, mais il y a Madame Glouanec qui est en direct, qui est en numérique. Vous êtes avec nous, Madame Glouanec ? On vérifie la technique. Oui, Voilà. je suis avec vous depuis tout à l'heure. Parfait, oui, bien sûr. parfait. On lance la table ronde et je propose de passer en premier lieu la parole à Madame Laure Coudray-Laux pour une raison très simple, c'est que vous allez nous parler d'Erasmus. Vous êtes un représentant d'Erasmus, donc à tout seigneur, tout honneur, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de nous avoir conviés en tant qu'Agence nationale Erasmus+ France, éducation et formation. Je la pilote depuis Bordeaux, depuis 4 années. Alors je voudrais juste dire peut-être en réponse à ce qui a été dit précédemment quelques petits points. Erasmus, le nouveau programme pour la période 2021-2027, c'est un programme dont les financements ont été augmentés grâce à nos parlementaires européens de 80%. Des programmes européens, c'est un des seuls qui a subi cette augmentation. Donc il faut s'en féliciter et s'en réjouir. La deuxième chose, c'est que ce programme européen, comme vous l'avez dit, il faut commencer très jeune à avoir envie d'Europe pour pouvoir ensuite y aller pour apprendre. Et le programme européen développe désormais, dès le plus jeune âge, des mobilités dans le scolaire. Et c'est quelque chose dont il faudra très vite s'emparer. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en début d'année dernière, on avait regardé l'ensemble des filières de formation et on s'est rendu compte qu'il y avait une filière de formation particulière. C'était celle des formations sanitaires et sociales. Elle était particulière parce que c'est dans ces domaines-là qu'il y a le moins d'étudiants qui partent en mobilité. Erasmus+, moi je ne peux parler que d'Erasmus+, mais ça donne une idée. Alors, ce sont les moins présentes dans tous les domaines où il y a de la mobilité. On a fait un petit exercice, alors c'est compliqué parce qu'on a des statistiques qui sont pas d'une finesse extrême, mais qui prennent la santé et le bien-être et qui les globalisent. Donc on a vraiment toute la filière sanitaire et sociale. Et on a regardé sur le programme 2014-2020 ce que ça donnait, donc sur 7 ans. Et la mobilité en cumulé, c'est 7400 étudiants et personnels de l'enseignement supérieur du secteur sanitaire et social qui est parti. 6200 mobilités sortantes. Alors quand vous faites le compte par rapport au nombre d'établissements concernés, vous prenez un peu peur. Et par contre, en mobilité entrante, il y a 9700 entrants en France sur ces secteurs. Donc c'est aussi une particularité. Vous êtes le seul secteur où, en France, on a plus d'entrants que de sortants, ce qui est différent des autres secteurs. Et si on rapporte ça, pour que vous ayez un ordre de grandeur quand même, la mobilité sur cette même période 2014-2020 sur commerce, administration et droit, c'est 93 000 étudiants qui partent. Sur l'ingénierie, c'est 52 000. Donc là, on voit les écarts. Donc en gros, sur une année, on a pris l'année type 2018-2019, c'est 2% des étudiants du secteur de la santé qui sont mobiles avec Erasmus+, alors qu'ils représentent 12,5% des étudiants en France sur cette même année universitaire. Alors, les formations, évidemment, elles ne bénéficient pas de cette enveloppe budgétaire qui reste pour les autres. Alors, je ne vais pas être que pessimiste, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. On a vu des signaux positifs. Alors, on pense que l'origine, il y a d'abord eu une petite réforme sur le code de l'éducation qui a permis d'intégrer vraiment les mobilités et de les inscrire. Il y a eu toute cette réforme dans le cadre des universités, donc ça, je pense que ça a été aussi un élément très important. Et ce qu'on a vu, c'est des progressions. Donc, dans les mobilités sortantes, c'est un taux de progression sur l'année 2010, hors année 2019-2020 de 40%.
Et sur les entrants, par contre, c'est un pourcentage qui est beaucoup plus limité, c'est 20%. La progression, dans les nouveautés aussi, c'est une progression qui intègre les stages. Et ça, c'est beaucoup poussé par les formations et les IFSI. Si on regarde toutes les universités qui ont des composantes de santé et qui participent au programme, en gros, on a 13 universités qui ont une volumétrie sur la période de plus de 100 mobilités, donc ce qui est vraiment très peu, mais on en a qui ont quasiment rien du tout. Et c'est vraiment les filières paramédicales qui poussent la demande. Quand on regarde en termes de géographie, on a une région qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, elle, cumule le plus de mobilité sortante. Alors, il y a les universités, il y a aussi des IFSI, et puis il y a la Croix-Rouge française, qui a une filière sanitaire et sociale qui utilise très bien Erasmus+. Donc ça, c'est le bilan sur la mobilité et seulement la mobilité. Vous savez qu'Erasmus+ développe des coopérations dans le domaine de la santé. Et là, évidemment, la photo est beaucoup plus positive parce que l'ensemble des acteurs a su picorer dans la diversité des actions du programme et le fait plutôt bien. Alors, je laisserai évidemment la parole à la présidente de Paris-Saclay pour nous expliquer comment elle est venue sur une université européenne, ces universités financées sur le programme Erasmus+, et universités complètement destinées à la santé, donc ça c'est formidable, et comment elle a mis autour de la table tous ces Européens. Donc ça, je pense que c'est important. On a des partenariats de coopération qui sont très actifs. Je pense qu'il y a un intervenant qui pourra parler de ce que fait l'université d'odontologie de l'université de Clermont-Auvergne et qui, elle, travaille sur une vision de l'éducation dans le dentaire. On a la faculté de médecine de Paris qui travaille sur les échanges entre l'Europe et l'Ouganda. Donc là, c'est des projets assez substantiels à chaque fois. On a bien sûr des Erasmus Mundus, et l'Erasmus Neurasmus est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec les Erasmus Mundus, c'est Bordeaux qui le porte. Je crois que je vais vous en citer quand même encore un ou deux parce qu'on voit derrière qu'il y a une réelle envie de coopérer. On a aussi l'école des hautes études en santé publique qui est très active sur ces partenariats. Et ça, il faut le montrer, à la fois avec une chaire Jean Monnet. Et puis, elle a travaillé avec 7 universités sur un master destiné à tous ceux qui souhaitent embrasser la carrière dans la santé publique au niveau local, national et mondial. Et puis enfin, des alliances de la connaissance. Donc, le bilan, c'est un bilan où on peut dire qu'il n'y a pas forcément de stratégie globale et partagée sur ce qu'on peut faire d'Erasmus+, sur ces filières-là, mais il y a des évolutions qui sont plutôt très positives et qu'il faut les renforcer. Alors les barrières, vous les avez entendues, les étudiants en ont mentionné quelques-unes. Nous, dans les freins qu'on a aussi identifiés, il y a le problème de la formation linguistique. Il y a le problème crucial de la reconnaissance des enseignements. Vous l'avez porté dans la table ronde précédente, vous étudiants, mais c'est une réalité. Et puis, je crois qu'il y a la faiblesse des moyens humains pour porter ces projets et accompagner les jeunes qui, dans ces filières-là, souhaitent partir en mobilité. Et ça, il faut réfléchir en tant que doyen. Il y a sûrement des possibilités de mettre à disposition des ressources que vous mettrez auprès des présidents et des vice-présidents en charge des relations internationales et de leur SRI, ou directement dans les CHU avec des correspondants ou des référents. Donc je pense qu'il est temps, on a un financement important, on a 28 milliards sur la période 21-27, il est temps que dans vos filières du sanitaire, du paramédical, toute la santé et tout le social, vous puissiez intervenir. Et évidemment, nos équipes à l'agence vous accompagneront. On travaille au quotidien avec les établissements d'enseignement supérieur.
Merci madame. On donne la parole à madame Cloret. Elle est connectée? Madame Kohanek qui est connectée. Voilà, vous avez la parole. Vous avez la parole, madame Kohanek. Madame Kohanek, pour votre expérience d'élu et en territoire, en région. Merci beaucoup et merci d'accueillir en visio. Je dois dire que j'ai été retenue à Orléans, la capitale de notre région Centre-Val de Loire, parce que j'inaugure tout à l'heure l'espace Europe Direct qui est héberge donc le centre régional d'information jeunesse à Orléans. Et vous voyez que c'est en relation aussi avec les propos des uns et des autres aujourd'hui autour de la jeunesse, formation européenne que nous pouvons leur donner. Donc, merci de m'accueillir en visio. Je représente bien sûr François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, qui lui-même est retenu par le Conal des régions de France. J'ai entendu tout à l'heure, et je dois vous le dire avec beaucoup de plaisir, les propos de l'État et de Daniel Cohn-Bendit. Et je dois dire que la région Centre, je ne suis pas étonnée pour nous inviter. La région Centre, elle est mobilisée très fortement sur à la fois la nécessité d'informer et du désir d'Europe à nos jeunes citoyens et nos jeunes lycéens en particulier, puisque les régions ont cette compétence sur les lycées. Et donc, nous avons bien sûr, depuis très longtemps, initié un petit Erasmus régional qui s'appelle Parcours d'Europe et qui sollicite les lycées afin que chaque jeune qui, dans son parcours, dans ses 3 années de lycée, chaque jeune ait la possibilité de découvrir un État membre ou une région d'Europe. Et c'est important pour qu'en effet, il y ait une ouverture et un désir d'Europe pour les jeunes. Concernant, bien sûr, la santé, je dois vous dire, je ne suis pas étonnée non plus que vous ayez pensé à la région Centre parce que nous avons malheureusement une densité très faible en nombre de médecins et une démographie médicale vieillissante. Et donc, la préoccupation est très forte dans nos collectivités, conseils régionaux, pour remédier et donner la possibilité, d'une part, à des formations très importantes et retenir et accueillir de nouveaux médecins sur notre territoire. Alors, ça ne parle pas Europe, mais à travers cette volonté vraiment de remettre une densité très faible de nombre de médecins, nous avons à la fois des dispositifs qui bien relèvent de notre compétence régionale, le salariat de médecins, le financement de maisons pluridisciplinaires de santé, des formations également très ouvertes sur les métiers paramédicaux. Et j'entends ce que indique tout à l'heure Madame Coudrello, parce que je pense que nous avons peut-être l'idée d'ouvrir davantage au-delà de notre dispositif de mobilité européenne pour les étudiants. Aujourd'hui, je dois vous le dire, à 30 jeunes étudiants en médecine chaque année de parcours de formation au-delà de nos frontières et en Europe. Et ça, c'est très important. Donc, dans le cadre de nos formations, oui, nous avons établi un rapport 100% santé qui permet vraiment l'augmentation de formation de métiers paramédicaux. C'est important, des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes. J'entends, madame, que l'agence Erasmus Plus peut accompagner. Et je pense que la région, bien sûr, sollicitera ce dispositif. C'est important. Et puis, nous avons aussi également, bien sûr, augmenté le nombre d'instituts de formation des infirmiers. J'indique que les fonds européens que la région en a l'autorité de gestion, que la région gère, sur la base du socle européen des droits, bien sûr, et puis dans le cadre du plan d'action de ce socle, qu'on appelle tous à se développer, vous le savez, parce que j'ai fait, c'est vrai, un passage au Parlement européen, mais je suis encore aujourd'hui membre du comité des régions, et vous le savez, c'est la représentation des pouvoirs locaux, et nous sommes attachés au sein du comité des régions aussi à défendre maintenant
une mise en avec un plan d'action très fort du socle européen des droits sociaux qui pour l'instant est resté dans la parole mais pas trop dans les actes. Et donc dans ce cadre, nous avons participé à des groupes de travail thématiques dans le réseau européen ERIN afin que nous puissions participer, accompagner le plan européen de lutte contre le cancer dans le cadre de Horizon Europe aussi, Horizon Europe contre le cancer. Enfin, un nombre de dispositifs qui permettent à la fois d'allier les formations, le socle européen des droits sociaux et la santé. Et donc, il y a également dans nos dispositifs notamment un projet FEDER, FSE, qui aussi d'accompagner la jeunesse, notamment la rupture d'isolement, de prévention, l'aménagement aussi pour les personnes disabilisées, l'aménagement d'habitat, enfin toute une série de dispositifs que nous avons entrés dans l'action 13 de notre programme opérationnel FEDER-FSE. Voilà comment nous accompagnons à la fois l'intention de retenir, d'informer sur la dimension européenne, mais aussi de lutter contre notre déficit très important et très inquiétant pour nous de densité faible de médecins. Et donc nous avons aussi dans nos dispositifs, je dois le dire, je ne l'ai pas mais Madame Coudrello l'a indiqué tout à l'heure, nous avons bien sûr participé à la création de contrats locaux de santé et puis l'objectif pendant ce mandat de créer une université d'odontologie à Orléans et c'est très important. Mais... Pour clore, je voudrais vous indiquer que nous avons bien sûr au-delà de nos dispositifs de parcours Europe, avec les missions locales, Centre d'information jeunesse, une attention extrêmement forte pour que les jeunes puissent avoir un grand nombre d'interventions. Et je voudrais de possibilités de parcours et d'être accueillis dans les États membres qui sont mobilisés aussi sur ces questions et nous avons des échanges réguliers. Tout à l'heure, indiqué que la... Mme Gonec, on va vous repasser la parole à l'occasion des questions. On a un petit problème de son d'ailleurs, il faudra que... Si on peut vous demander lors des questions de vous rapprocher un tout petit peu plus de votre écran, mais on vous repassera la parole. On aimerait, la session est malheureusement un peu contrainte, mais on aura des questions en fin de session. On vous ressollicitera pour les questions. On vous remercie beaucoup pour cette intervention et j'ai le plaisir de passer la parole à Sylvie Retailleau, que tout le monde connaît bien sûr. Et merci Sylvie d'être là et merci. Intéressant d'avoir ton expérience de présidente d'université, l'input de l'université dans la mobilité et le bien-être des étudiants. Merci Sylvie. Merci Jean. Bonjour à tous. Oui, merci beaucoup déjà Jean et merci de m'avoir invité. Et effectivement l'idée, on l'a dit tout à l'heure, c'était de vous faire partager un témoignage sur en particulier, alors il y a beaucoup de choses qui se font en particulier à travers nos facultés de médecine, mais ce qui peut être apporté par le niveau université, ce qui rassemble beaucoup d'étudiants, beaucoup de disciplines et un partage aussi d'expériences. Et cette expérience à travers l'expérience d'une université européenne, donc de ces alliances dont on a parlé tout à l'heure. Merci de l'avoir rappelé. Et donc effectivement à Paris-Saclay, on a une alliance, une université européenne sur la santé globale. Donc d'une part, qu'est-ce qu'une université européenne? Nous, la nôtre, rassemble au départ 5 universités. Ludwig Maximilian University à Munich, l'université de Lund, Porto, Szeged. Donc on voit déjà que le choix des universités, on l'a choisi sur des thématiques avec des facultés de médecine, et j'en reparlerai, mais aussi évidemment avec une représentation européenne de différents pays, du nord, du sud, de l'est. Et ça, c'est vraiment un choix important dans le rôle que doit jouer l'université européenne et les alliances. Alors effectivement, cette université européenne, elle est vraiment centrée sur l'étudiant. D'ailleurs, au départ, les universités européennes étaient sur le volet formation étudiants. Je parlerai ensuite de cet nécessaire élargissement dont on a parlé tout à l'heure, qui représente vraiment l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et c'est vrai que la formation au départ et les problématiques de mobilité sont
très importantes et les partagent, mais si l'on ne va pas plus loin sur le volet recherche pour prévoir l'avenir, sur le volet innovation pour avoir le lien avec le monde socio-économique, et je parlerai du volet vie étudiant qui est fondamental dans le partage pour les étudiants entre leur formation et la vie étudiante. Donc effectivement, ce sont des outils de partage de pratiques, en particulier sur les études médicales, mais pas tous, puisque nous, sur la santé globale, c'était vraiment la notion d'inclusion de toutes les disciplines, et je crois que c'est important aussi ce caractère de multidisciplinarité pour la médecine ou pour les études, pour la santé et tout ce qui est lié du 21e siècle, donc ça donne cette ouverture aussi. La construction d'un citoyen européen, nos jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus exigeants peut-être que nous, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure avant. Ils sont exigeants sur leur vie sociale, sur leur rôle au niveau citoyen, évidemment sur tout ce qui est les valeurs de développement soutenable, d'humanisme, etc. Ils sont exigeants dans le choix ensuite de là où ils vont travailler, que ce soit dans le public ou dans le privé, dans lequel la notion de valeur résonne d'autant plus avec les problématiques du contexte global, et l'échange qu'ils ont, puisque nos universités européennes ont des boards étudiants, et vraiment ils échangent, ils participent à la gouvernance, et vraiment très intéressant sur différents retours. Alors, sur les étudiants de santé, en particulier, mais ça s'élargit en fait à toute la population d'étudiants. On s'aperçoit qu'oblamment en France, nos étudiants ont peu l'occasion, le loisir et le temps de pouvoir participer à ces discussions en dehors du cadre de leurs études. C'est vraiment le retour que l'on a par rapport aux étudiants des autres pays, et surtout la valorisation que l'on en fait, c'est-à-dire de leur investissement de ces étudiants par rapport à effectivement un projet collectif ou les échanges qu'ils peuvent avoir sur des sujets qui parfois dépassent le périmètre de leur cursus sans pour autant négliger leurs études, leur cursus, et en particulier dans le domaine de la santé très exigeante. Alors ce qu'on voit au niveau du domaine de la santé, c'est clairement 3 populations, on va dire médecine, pharma, paramédicale et les internes. Et on voit bien que les freins où les motivations sont très différentes pour les mobilités. Ils sont, en tout cas en médecine, pharma, les retours qu'on a, tous très demandeurs de ces mobilités, de ces échanges, de la connaissance de ce qui se passe ailleurs. Mais les freins, c'est d'abord leurs études, le format, en tout cas en France, de leurs études. S'ils ne font pas ces mobilités en 2e, 3e année, ça devient très difficile ensuite dans la préparation de l'ECN, des études très prenantes, et parce que très exigeantes. Mais ensuite, on sait bien que choisir, c'est un peu renoncer, donc les questions devront se passer, en tout cas se poser. Et ensuite, l'occasion d'y arriver peut-être au moment de l'internat, qui est encore une autre tranche de vie. Et là, peut-être des choses à faire à différents moments du cursus. Aussi de revoir au niveau du cursus, se poser certaines questions de l'évolution. On le voit sur les réformes de R1C avec la différenciation des profils aussi. Et ces profils, de différenciation de profils, effectivement, en essayant d'inclure une certaine pluridisciplinarité, interdisciplinarité aussi dans ces études pour pouvoir ensuite travailler avec d'autres disciplines. C'est quelque chose d'important et dans lequel il faut donner cette occasion. Pour les paramédicaux, ce qu'on a fait un peu, et on doit le faire, et je vous avoue que la préparation de cette table ronde et de cette occasion nous a aussi donné l'occasion au niveau de l'université européenne de se dire qu'on n'avait pas vraiment bien travaillé complètement sur tous les volets et qu'il fallait qu'on lance de nouveaux sondages vis-à-vis de différents profils d'étudiants. Donc merci aussi, ça prouve que de temps en temps, il faut se poser. Et pour les paramédicaux, en tout cas, les premiers retours sont plutôt différents. C'est-à-dire que la barrière de la langue, la barrière des moyens, voire même la volonté de le faire, sont très différents que sur les étudiants de médecine ou de pharmacie. Et donc, ça demande un accompagnement très très fort, des moyens associés à tous les niveaux pour les voyages, pour les moyens, etc. Et l'accompagnement, la formation des personnels aussi, pour accompagner tous nos étudiants aux mobilités, aux programmes, mais que ce soit des stages, que ce soit des cursus. Et un outil assez nouveau depuis quelques années, c'est l'année de césure. Et cette année de césure, qui peut être aussi très intéressante, finalement, on voit que peu l'utilisent. Il faut la préparer, ça demande l'utilisation en amont de préparation. Et là aussi, une information, une communication aux étudiants bien en amont, que l'on ne fait peut-être pas assez. Et
encore une fois, la formation de tous nos personnels, non seulement au niveau langue, pour pouvoir échanger avec des étudiants de différents pays, mais aussi de ce que l'on a comme outil pour le faire. Je voudrais citer un autre exemple que l'on a développé, c'est-à-dire que dans le cadre de l'université européenne, et aussi à cause ou grâce à la pandémie, on a développé de ce qu'on appelle la mobilité virtuelle. Alors cette mobilité virtuelle, d'abord parce qu'on a des grandes masses d'étudiants, et je voudrais juste te dire que, en fait, même pas qu'en santé, on est quand même globalement mauvais sur la mobilité sortante, sauf dans certains cas de cursus, où là, beaucoup d'étudiants, c'est du 100%, et d'autres, c'est beaucoup moins. Et on a vraiment un gros effort à faire pour accompagner nos étudiants en sortant à faire de la mobilité à tous les niveaux d'études. Voilà. C'est vraiment un effort que l'on doit faire, en tout cas au niveau des universités. La mobilité virtuelle, du coup, pour cette grande masse d'étudiants peut être un outil, mais on a dit tout à l'heure qu'il y a un volet important qui est le café, les soirées, les échanges que l'on a culturellement ou d'échanges, et évidemment, on voit tout de suite que les mobilités virtuelles qui peuvent et qui doivent être utilisées pour des cours, parce que ça amène, ne remplaceront pas la possibilité de pouvoir voyager et d'aller échanger au niveau culturel avec les étudiants. Donc encore une fois, comme on l'a vécu dans la pandémie, ces outils sont très complémentaires, très utiles, mais ne remplaceront en rien le présentiel ou bien là, en l'occurrence, la mobilité réelle. Le dernier point que je voulais ajouter, c'est effectivement la notion de flexibilité des cursus et d'équivalence. Donc ça, il est clair. On discute beaucoup avec nos collègues allemands qui se posent beaucoup actuellement de questions sur aussi revoir, alors eux, de façon plus pratique, leurs études de médecine en rajoutant des stages. Et là, on voit que les convergences, c'est peut-être le moment de discuter par rapport à des cursus différents et de voir comment on peut rendre les choses plus compatibles, plus flexibles, accessibles et en donnant du temps aux étudiants. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci beaucoup. Oui, donc on va donner maintenant la parole à Madame Gaëtane Nocturne. Et je vous remercie. Gaëtane, simplement, on me dit qu'il y a plein de questions, donc si, voilà, passez les messages essentiels, qu'on ait encore une deuxième mi-temps de questions ensemble. Eh bien, c'est parfait. Du coup, je vais pouvoir résumer le message sur la mobilité. Donc, moi, au sein de la faculté de médecine Paris-Saclay, je m'occupe tout particulièrement de la mobilité étudiante et notamment la mobilité au sein du deuxième cycle. Je vais rebondir en fait sur l'intervention de Madame Coudrello sur les chiffres qui ont été donnés, avec un taux de mobilité plutôt plus faible dans le domaine des études de santé. Je pense qu'on peut en tirer deux enseignements importants. Sur le taux de sortants plus faible, pour côtoyer au quotidien depuis de nombreuses années nos étudiants en santé, nos étudiants en médecine, je peux vous garantir qu'ils ont une réelle appétence pour cette mobilité. Il y a une vraie ouverture d'esprit. Pour ça, ils ont des raisons à la fois personnelles, d'échange, de soif de connaissance de l'autre. Et ce n'est pas par hasard que ces jeunes filles et ces jeunes hommes font des études de médecine ou des études en santé. Donc il y a une vraie appétence personnelle. Et au plan plus général et professionnel, il y a un vrai intérêt à la mobilité sur la création d'une solidarité européenne et je pense que ça c'est un élément essentiel. Si on veut créer une santé européenne et une solidarité européenne, il faut qu'elle s'incarne à l'échelon individuel et c'est une des raisons pour lesquelles il faut encourager ces mobilités. Alors, pourquoi serait-elle plus faible? Quels sont les freins? Plusieurs ont été évoqués jusqu'à présent. Il y a le problème de l'harmonisation et de la nécessité de l'harmonisation, mais là, je serais assez optimiste sur les possibilités d'harmonisation, et notamment, il faut bien comprendre que dans les études en santé, il y a deux aspects essentiels. Il y a l'aspect d'enseignement des connaissances et l'enseignement des compétences. Sur l'aspect d'enseignement des connaissances, de plus en plus, les sociétés européennes, les sociétés savantes européennes prennent le lead sur l'établissement de ce qu'est la connaissance et le niveau de connaissance actualisé. Et donc je pense que le référentiel de connaissance à l'échelle européenne, il va de soi être harmonisé. C'est le premier élément. Et puis sur l'aspect d'enseignement des compétences, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, notamment avec tout ce qui se fait sur les réformes du deuxième cycle des études médicales. Et ça, je pense que c'est un levier extrêmement fort
pour encourager les mobilités. Et je terminerai peut-être sur ce point, puisque moi, ce que je retiens également de l'intervention de Mme Coudrello, c'est l'attractivité de nos études de santé, puisqu'on voit qu'on a plus d'entrants que de sortants. Et je pense que ça, c'est un élément à saisir et à encourager. Pourquoi ? Parce que les études de santé en France, au sens large, ce sont des études de compagnonnage. Et ça, c'est vraiment une des forces de ces systèmes, avec la place du stage qui est essentielle et qui doit être encouragée dans les formats de mobilité entrante, sortante. Et c'est sans doute sur ce point qu'il y a un état des lieux absolument nécessaire, savoir ce qui se fait dans les différents pays européens, essayer de l'harmoniser, de le mettre en place, avec en plus le développement d'outils nouveaux sur l'enseignement des compétences et notamment tout ce qui est outils de simulation qui là prend une place tout à fait réelle à l'échelle européenne. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Et enfin, dernier point avant de laisser la parole, le thème de cette session, et j'y étais particulièrement sensible, c'est mobilité et bien-être étudiant. Je pense que c'est un élément qu'il faut garder en tête et qui se comprend dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que cette mobilité, elle peut être vecteur d'un bien-être étudiant parce qu'il y a une appétence des étudiants vers l'échange et que c'est quelque chose qui doit être encouragé. Inversement, il ne faut pas la forcer et il faut respecter ce choix de mobilité pour qu'il soit correctement vécu par nos étudiants, notamment sur le fait que, comme on l'a dit, ces études de santé, elles sont parfois longues et en encourageant des mobilités à d'autres étapes des études de santé. Donc il y a le premier cycle dont on a parlé, le deuxième cycle qui est assez contraint dans le temps, mais ce troisième cycle, dans les études médicales, le cycle de l'internat, c'est un moment essentiel de la mobilité et je peux vous garantir qu'il est déjà un moment de la mobilité puisque, je n'ai malheureusement pas les chiffres en tête, mais si on regarde le nombre d'internes qui prennent des semestres ou des années de disponibilité pour voyager, il est extrêmement important et donc ça c'est quelque chose probablement qu'il faut encourager et peut-être encadrer dans le domaine européen tout particulièrement. Merci Madame pour votre présentation. Merci Gaëtan pour ton engagement. Tu es encore très jeune, mais tu t'es déjà beaucoup engagé effectivement dans ton université pour ce sujet. On va passer la parole à Franck. Franck qui représente l'ISNI, qui est très impliqué dans le bien-être des étudiants à l'ISNI. Merci Franck. Tout à fait. Merci de me donner la parole en tant que effectivement vice-président chargé de la qualité de vie des étudiants en santé à l'ISNI. Moi, j'ai pu profiter de la flexibilité de l'université Paris-Saclay en tant qu'interne en psychiatrie là-bas et pour avoir pu faire notamment un master d'éthique médicale, donc que je poursuis en thèse. Donc avec ce côté, et puis comme 2 cursus, c'était pas suffisant, j'ai aussi validé un cursus de psychologie pour être aussi psychologue clinicien. Je sais pas trop à quoi ça va me servir de plus, mais je crois beaucoup à cette question de plus on va piocher un peu ailleurs des choses différentes et plus notre cursus devient vraiment quelque chose qui nous correspond et qui correspond aux valeurs qu'on a envie de défendre et vient nourrir la clinique et la recherche. Et puis comme ça suffisait pas, la nuit, je suis aussi impliqué dans la vie étudiante, notamment au programme d'aide pour les étudiants en médecine de Paris-Saclay et puis à l'ISNI, où j'ai pu faire partie pendant 2 ans du comité de direction de feu le CNA qui est le Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé, qui est peut-être une avancée française, une exception française. Voilà, une structure pour revenir très rapidement sur l'histoire, en 2017, il y a plusieurs associations d'étudiants qui ont montré des signes d'alarme sur le plan de la qualité de vie et de la santé mentale des étudiants. Ça a conduit à un rapport par le docteur Donata Mara, qui est psychiatre, qui a proposé 15 engagements, compris les 2 ministères qui ont ouvert notamment ce colloque, avec l'un d'entre eux qui était la création du Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé, et qui était assez atypique dans son fonctionnement puisque c'était un triptyque, voilà, un comité de direction avec des enseignants, des étudiants
et des membres dits escalités, c'est-à-dire qui avaient des compétences particulières dans ce domaine-là, et notamment des gens européens, mais pas que, internationaux, et notamment, je parlerai très brièvement du Canada, qui ont vraiment une culture assez différente de la qualité de vie et de la pédagogie, et qui dissocient pas forcément les deux. Et donc pendant 2 ans, le CNA, ça a été beaucoup d'huile de coude, beaucoup de bénévolat, mais 2500 personnes qui ont été formées, personnes étudiants et personnes enseignants, à la question de la qualité de vie des étudiants. Ça a été 5 recommandations qui vont de que faire en cas de décès d'un étudiant, jusqu'à comment créer des structures d'accompagnement dans les institutions et les universités. Ça a été un site, ça a été des dizaines d'étudiants qui ont été accompagnés parce qu'ils traversaient des situations très particulières. Et une étude dont je vais vous parler très brièvement, l'étude CNACOR, qui, comme vous le savez, s'il y a bien quelque chose que le monde entier a connu et a partagé ces 2 dernières années, c'est cette fameuse pandémie. On a pu réaliser donc deux moments d'interrogation auprès de tous les étudiants en santé sur 1 an d'écart, donc le premier au moment du premier confinement et puis le second il y a quelques mois, sur un plan quantitatif et sur un plan qualitatif pour donner un peu plus de sens aux chiffres qu'on a trouvés. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Sans grande surprise, une explosion de la détresse de ces étudiants sur près de 30 000 réponses. Autant il y a 1 an, nous étions à plus de 50% des étudiants qui exprimaient une détresse psychologique significative, autant il y a quelques mois, nous en sommes à 80%. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, il y a beaucoup de facteurs de risque qui ont pu être identifiés, notamment la précarité, notamment l'isolement, mais notamment aussi le fait d'être en première ligne, parce que les étudiants en santé ont un peu cette spécificité d'être à la fois à l'université et à la fois, ou du moins à l'école, si je puis dire, et à la fois vraiment au contact des soignants et des patients et impliqués dans les soins. Et ça, c'est, je pense, une spécificité que le Covid a fait émerger et qui est vraiment à prendre en compte. Un autre élément de cette étude, c'est que par exemple 15% d'entre eux pensent au moins 1 fois par semaine à abandonner leurs études. Voilà. Dans les autres constats qui sont assez tristes, depuis le début de l'année, nous approchons des 10 décès d'internes. Voilà. Ce constat, autant sur le plan du Covid que sur le plan des conditions de travail que vous connaissez, il est international. Si vous regardez la littérature, les soignants qui étaient exposés en première ligne, ils ont une santé mentale et physique qui a été dégradée. Et sur la base de précédentes épidémies, on sait que les répercussions psychologiques, notamment en termes de troubles anxieux, de troubles dépressifs, d'addiction, de troubles du sommeil, surviennent dans les 1 à 3 ans après la vague épidémique. Donc il y a une vraie urgence à la question du bien-être ou de la souffrance de ces étudiants, et on a des choses à apprendre de nos amis européens et nos amis à l'international qui ont déjà étudié un certain nombre de questions et pour lesquelles on est déjà un petit peu investi. Aujourd'hui, le CNA a disparu, vous le savez, il a été remercié pour ses travaux et je pense que c'était des travaux vraiment intéressants et efficaces, et il est intégré maintenant dans une commission ministérielle qui concernera tous les étudiants. Je ne sais pas si la spécificité des étudiants en santé sera à nouveau sur la table, on peut légitimement s'en inquiéter, mais en tout cas, je pense que le CNA a fait sa mission, c'est-à-dire de diffuser des messages sur ne pas tout psychiatriser, le caractère psychopédagogique des cursus qui est aussi important que celui qui voudrait résoudre le problème il y a des étudiants forts, il y a des étudiants faibles et il faut dépister les étudiants faibles, comme ça on résolvera le problème. C'est pas tout à fait ça, vous le savez très bien, et je pense qu'il faut absolument poursuivre dans cette approche un peu plus systémique. Et puis on a beaucoup parlé d'éthique, et comme c'est un sujet, vous avez compris, qui me tient à cœur, je pense que là on a un vrai enjeu éthique qui est celui de la formation des étudiants en santé et de leur bien-être, parce que des soignants qui sont bien formés et qui sont heureux de travailler, on peut légitimement penser qu'ils vont bien prendre en charge et bien soigner leurs patients. Voilà, merci. Merci Franck pour cette présentation et sur votre connaissance du CNA, vous l'avez évoqué, mais aussi des étudiants et de l'enquête CNACOR qui est vraiment, j'invite tout le monde à lire. Je vais laisser la parole maintenant à Lamia Kerjana. C'est de l'autre côté, excusez-moi. Bonjour, je vous remercie de votre invitation.
Alors en plus d'être présidente de Jeunes Médecins Île-de-France, ancien SCASP pour ceux qui connaissaient l'ancienne dénomination, je suis anesthésiste réanimatrice et j'aimerais partager avec vous un souvenir. Le souvenir de cette étudiante de 2e année de médecine qui a voulu prêter main forte à l'hôpital pendant la première vague. Beaucoup parce qu'elle se disait que c'était là sa place, un peu parce que cela l'aiderait à payer son loyer avec la disparition de son job de babysitter. Directement parachutée aide-soignante dans un service de réanimation éphémère avec 2 heures de formation express. Elle était en pleurs le soir de sa première journée, en pleurs le soir de sa seconde et absente le 3e jour. Il y avait beaucoup de détresse dans les yeux de cette jeune fille, beaucoup de remise en question de sa vocation et elle s'est interrogée sur le fait de poursuivre dans ses études pendant ces 2 pénibles jours malgré mes tentatives de réassurance. Pendant cette période de pandémie, la formation des étudiants en santé et des étudiants en médecine a été fortement impactée. Ils ont été réquisitionnés dans des services surchargés, souvent immergés dans des services de réanimation sans formation préalable, souvent cantonnés à des activités répétitives et qui étaient sans lien avec leur formation. Ils ont aidé les hôpitaux à absorber l'afflux massif de malades au détriment de leur formation et de leur santé. La formation des jeunes praticiens, parce que je représente pas autant les internes et les étudiants en santé, mais surtout les jeunes praticiens, chefs de clinique, assistants, qui ont vu également leur formation bouleversée avec la fermeture, alors notamment des blocs opératoires, la réattribution des lits d'hospitalisation pour des patients atteints de la Covid au détriment de leur propre spécialité. Il a fallu attendre avril 2021 pour que le ministère de l'Enseignement supérieur limite la durée des réquisitions à 1 mois, par période de 15 jours, renouvelable une fois. Mais cela ne concernait pas, bien sûr, les jeunes praticiens. Néanmoins, le fonctionnement de l'hôpital repose en trop grande partie sur les étudiants en santé pour pallier les insuffisances de recrutement en personnel et cela a des répercussions au-delà des temps de crise. Cela a des répercussions, bien sûr, sur la qualité de leur formation, mais aussi sur leur bien-être pendant leurs études. Il reste encore beaucoup à faire pour vraiment prendre en compte le bien-être étudiant. Il reste encore plus à faire pour que le bien-être soit pris en compte sur l'ensemble de la carrière. Pour bien-être, il suffit, entre guillemets, de bien parler et de bien penser, avec bienveillance. Mais quel sens a la bienveillance si elle s'arrête aux portes de l'université? Quel sens a la bienveillance si elle s'arrête à la nationalité? Faut-il rappeler que les conditions de vie des étudiants étrangers en France ont été encore plus difficiles pendant la pandémie que pour les étudiants nationaux? Et bien sûr, cela n'est pas valable que lors des temps de crise. Cela me permet de faire le lien avec la question de la mobilité. Pour nous, la mobilité au cours des études de santé devrait être la règle, dès le 2e cycle des études médicales, mais ne devrait pas être un parcours du combattant, administratif et financier. Elle devrait être institutionnalisée, clé en main et valorisée. Moi, dans mon expérience, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu un PUPH dénigrer les pratiques de ses homologues sous prétexte qu'ils n'étaient pas français. Je ne compte plus non plus les remarques des chefs de service qui dénigrent la façon de faire de leurs collègues provinciaux, ou même en intramuros, ceux de rive droite qui critiquent ceux de rive gauche et inversement. En France, au sein des études de santé, au lieu d'être une source d'enrichissement et de débat, l'autre et l'ailleurs sont vilipendés. Peut-être que pour parler de bien-être étudiant en France comme à l'étranger, faut-il commencer par être bienveillant envers notre collègue et envers nous-mêmes, montrer l'exemple. Il faut certainement sortir de l'itinéraire d'un enfant battu, comme en parle très bien le professeur Emmanuel Lansac dans sa tribune parue en 2014. Je vous remercie. Merci. Merci Lamia. Merci Lamia pour ce témoignage et cette vision en fait. Et merci d'avoir rappelé la problématique de la précarité des étudiants, les nôtres et les étrangers pendant cette période. C'est un vrai problème. On va faire du transfrontalier, c'était l'objectif, mobilité qui dit Europe. On passe la parole à nos plus proches voisins et cousins, enfin en partie. Donc merci Serena pour l'expérience des étudiants belges et un éclairage transfrontalier. Merci à vous pour l'invitation. Je me présente, ça va aller vite. Je m'appelle Serima, je suis interne en pédiatrie. En Belgique, on n'appelle pas ça comme ça, mais voilà. Et par ailleurs, je suis porte-parole et je fais partie d'une association
qui a pour but de représenter en fait les internes en Belgique et qui a pour but aussi de promouvoir une qualité de la santé. Alors ici, je remercie tous mes collègues d'avoir parlé sur l'aspect mobilité. Moi, je vais aussi insister sur l'aspect bien-être des étudiants et des internes en médecine. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que c'est vraiment super, cette recherche, cette innovation scientifique, toutes ces avancées qu'on a, mais sans avoir les femmes et les hommes qui après vont mettre ça en pratique, ça sert à rien. Et je voudrais aussi qu'on revienne peut-être sur tous ces étudiants en médecine et en soins de santé qu'on a un peu lancés en première ligne pendant la pandémie. Alors, je pense que pour assurer des soins de santé corrects, pour avoir un système de santé qui fonctionne, pour avoir une Europe de 2021 qui marche, il faut des soignants en bonne santé, il faut des médecins en bonne santé. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je pense que la pandémie, si elle a eu un bon côté, c'est celui d'avoir visibilisé justement le métier des soignants. Puisque là, tout à coup, on nous applaudissait le soir. C'était vraiment super. Mais je pense que là, en plus de cette pandémie, on est aussi en plein dans une crise climatique, qu'on n'est pas à l'abri d'une autre catastrophe, d'une autre pandémie et d'autres choses. Et que il faut qu'on soit prêt, en fait, à assurer la suite, et que pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, les conditions de travail et de formation des internes et des médecins en Europe, en dehors de toute pandémie, pour moi, c'est pas digne d'une Europe du 21e siècle. C'est pas compatible avec un système de santé efficace et c'est pas compatible avec une vie sociale, avec un bonheur dont on a parlé auparavant. En Belgique, les internes, donc les médecins en formation, on travaille environ 60 heures par semaine, donc ça c'est la moyenne. Ça arrive fréquemment qu'on soit à 100, 120 heures par semaine. Il faut savoir qu'en Europe, on autorise encore les 24 heures de travail consécutives. Donc ça veut dire sans assurance de repos, parfois sans avoir le temps de manger, parfois sans avoir le temps de faire pipi. En Belgique, je pense que ça n'a pas été très médiatisé, mais en mai dernier, on a eu tout un mouvement de révolte des internes. Et comme slogan, on avait cette phrase qui disait est-ce que vous prendriez l'avion avec un pilote qui a 60 heures, qui vient de travailler 60 heures sur sa semaine et qui n'a pas dormi depuis 20 heures? Parce que c'est un peu ce que vous faites avec votre santé, en fait. Vous donnez votre santé à des soignants qui sont fatigués. Je voulais peut-être aussi juste reparler justement de cette, pas propagande, mais de cette, la médiatisation qu'a fait l'ISNI, que je trouvais pas mal, sur justement la vie des internes et le nombre de suicides d'internes depuis juste 2021, qui est juste un scandale. Je voulais aussi parler d'une étude de l'OMS de 2015 qui associe des longues heures de travail, qu'ils estiment au-dessus de 55 heures, à une mortalité plus élevée, et notamment avec une augmentation de 35% du risque d'AVC et de 17% des risques de cardiopathie ischémique. Voilà, et donc pour conclure, je pense qu'en Europe, en 2021, le problème, c'est pas la motivation des jeunes à faire quoi que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très motivés pour faire plein de choses. On est prêt à étudier pendant plus de 10 ans pour être médecin, pour être soignant. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui déjà arrêtent avant d'avoir terminé, alors qu'ils avaient cette vocation, et que les conditions de travail, c'est juste pas possible, c'est juste pas compatible avec une société qui fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que l'Europe, elle a le pouvoir, elle a le devoir d'assurer la santé des étudiants en médecine, des médecins en formation et des futurs médecins, et que ça passe probablement par une réforme du système. Merci. Merci Serena. Montre bien que le problème est supranational européen, et c'est vrai que c'est le sujet de la table ronde. C'est comment l'Europe peut aider en fait à travers les frontières. On a bien compris que les virus ça traverse les frontières, mais les problèmes aussi et les risques psychosociaux visiblement sont partagés. Et peut-être faut-il prendre des mesures communes. C'est le sujet des questions. Véronique, on a une liste de questions, on ne pourra pas toutes les poser. Pascal en a aussi. Si tu peux en annoncer 2-3 et on va partager. D'accord. Bon, bien écoute, moi la première question, je vais la poser à Madame Cloanec, mais qui était en visio, donc peut-être que le temps qu'elle revienne, on la posera après.
Je vais poser la première question à ma voisine de gauche, alors, puisque la connexion n'est pas très rapide. Donc, Madame Coudray, je voudrais vous poser la question sur la place des outils du numérique dans Erasmus. Quid de ces outils numériques? Alors, dans les changements, 2021-2027, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont modifier et permettre d'accélérer la mobilité. D'abord, il y a un Erasmus digital qui va permettre aux établissements eux-mêmes d'avoir une vie facilitée pour la mobilité de l'ensemble de leurs étudiants. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ça demande des changements dans les structures, mais je pense que c'est très bénéficiaire. Et la deuxième chose, ça va être pour les étudiants une vraie facilité d'organiser leur mobilité avec une application qu'ils auront directement sur un portable. Donc ça va changer la vie. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, on l'a un peu abordé, c'est ces mobilités hybrides, ces mobilités qui, pour vos filières du sanitaire et social, devraient permettre ces temps de respiration et de mobilité. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous avez développé une structure, un opérateur numérique, ce GIP qui nous a approchés, qui s'appelle UNES. C'est un GIP qui récupère on va dire, le patrimoine des cours qui existent. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec eux sur de nouvelles maquettes qui pourraient intégrer des choses qui existent déjà et permettre à ces étudiants qui partent d'avoir une vie allégée, donc un bien-être peut-être supérieur quand ils partent en mobilité et de se voir reconnaître à ce moment-là très bien les périodes de mobilité faites à l'étranger. Donc ça, j'insiste. La mobilité hybride, c'est une solution sans doute pour vos secteurs et puis profiter de ces améliorations des outils qui faciliteront la vie de chacun. Merci beaucoup. Peut-être juste une petite question. On a les questions de la salle, comme on dit. Une question qui était déjà posée sur le Brexit. Quel va être l'impact du Brexit sur le système Erasmus ? En termes de peut-être de financement, est-ce que c'est vraiment un impact important ? Alors, Brexit, nos amis du Royaume-Uni ne sont plus avec nous. Ils sont restés sur Horizon Europe. Ils ne sont plus dans Erasmus+. Mais avec Erasmus+, vous pouvez travailler avec l'ensemble de tous les pays du monde. Et dans la nouveauté de l'Erasmus inter-européen et mondial, sur des financements européens, vous pouvez avoir jusqu'à 20% de mobilité qui se fait avec le reste du monde. Et donc là, évidemment, on peut imaginer, si vous n'avez pas que le Royaume-Uni dans vos partenaires, de continuer à travailler avec eux. Mais c'est évidemment une très petite part. Ils ont fait le choix de sortir de l'Europe, donc c'est leur choix. Ok. Bon, nous verrons. Une question de la salle. En rapport avec la mobilité, merci. Oui, on parle beaucoup des mobilités dans les formations. Est-ce que, selon vous, il existe des leviers de mobilité dans les stages ? Parce que les stages représentent des moyens majeurs d'ouverture, ne serait-ce que dans le transfert de compétences et également dans l'ouverture professionnelle des étudiants. Peut-être Sylvie ou Gaëtane. Gaëtane ? Juste, et je passe le micro tout de suite à Gaëtane, le temps qu'elle le prenne, elle saura. Oui, je pense que oui, mais Gaëtane le dira. Et justement, je discutais avec pas mal d'universités allemandes récemment qui veulent introduire plus de stages. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir des stages en mobilité. Ils étaient très là-dedans, dans cette idée-là. Et dans l'université européenne que l'on a, on discute là-dessus et de regarder comment, au sein des stages, ça lève aussi parfois certaines craintes par rapport à la compréhension quand c'est dans un cours, de comprendre, parce qu'il y a toujours derrière, à tort ou à raison, l'évaluation, alors qu'en stage, c'est plus facile au niveau de la communication. Donc, il y a plein de volets là-dessus. Tout à fait. Et donc, pour appuyer les propos de Sylvie Retailleau, je pense que c'est une des forces et il faut absolument qu'on profite de ce levier qui se présente, en tout cas pour les études médicales, mais ça peut s'exporter aux études de santé de manière générale,
pour les études médicales en général, on a cette arrivée de la réforme R2C, la réforme du deuxième cycle des études médicales qui officialise la place de l'apprentissage des compétences et donc qui officialise la place du stage en formation. Donc il faut encourager, je pense que c'est absolument nécessaire dans les mobilités d'avoir un état des lieux, de savoir ce qui se fait chez nos collègues européens, mais il y a une vraie capacité d'accueil des facultés françaises et d'ouvrir une possibilité de formation par les stages, à la fois chez les plus jeunes, les stages de sémiologie, plus tard les stages cliniques et encore plus tard sur les stages chez nos internes, pour accueillir des étudiants internes d'origine européenne, et puis sur l'apprentissage des compétences que je relie complètement avec l'aspect stage. Là aussi, on a une opportunité majeure avec les nouveaux outils proposés. Il y a par exemple une nouveauté à laquelle participe l'Université Paris-Saclay avec l'université allemande, l'université en Pologne, de mise en place de banques de patients virtuels pour l'apprentissage en pratique du soin. C'est un outil très, très important qui s'appelle EcoVip. Donc on doit profiter de cette force du stage pour appuyer la mobilité. Une dernière, peut-être Laure, un dernier commentaire. Juste un petit commentaire. Dernier commentaire. Il faut aussi que les doyens rencontrent les doyens européens pour que ces stages, on puisse les mettre en pratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Merci, ça sera l'objectif. Un dernier mot, Lamia, tu te demandes la parole, mais très brièvement. Oui, très brièvement. Enfin, en fait, moi, c'est en fait un peu une question, parce qu'on parle beaucoup des étudiants, et c'est très bien, mais dans le post-internat immédiat, dans la carrière des hospitaliers universitaires, la mobilité est souvent requise. Nous, on a fait une enquête qui va bientôt, dont on va publier prochainement les résultats. Et la mobilité fait partie des causes de renoncement à la carrière HU pour 30% de nos répondants. Et effectivement, dans les 39% des répondants qui avaient effectué une mobilité, les freins étaient l'absence de financement des mobilités en post-internat, en première cause, en second venait la famille et puis en troisième la lourdeur administrative. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Et voilà, donc ce serait bien que l'université s'intéresse au post-internat. J'ai la baïonnette dans le dos de Pascal Morel, donc je suis désolé. On a vu, Jean, on a vu. Voilà. Merci à tous. Désolé, comme l'a dit Daniel Cohn-Bendit, la fête continue. Donc on n'a pas eu le temps de poser toutes les questions, mais le débat doit continuer. Donc merci à tous. Merci.